Je n'ai jamais cru qu'il existait des lieux où Dieu ne pouvait pas entrer. C'est le couvent de Sainte-Madeleine qui m'a prouvé le contraire. Ou plutôt, c'est ce que j'ai découvert là-dedans qui a tout changé. À cette époque, je pensais que les hauts murs et les grilles de fer servaient à maintenir le monde à l'extérieur. Je n'ai jamais imaginé qu'ils servaient à garder les secrets à l'intérieur. Si vous êtes curieux de savoir comment j'ai découvert la vérité la plus sombre que j'ai jamais vue de ma vie, abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez un commentaire disant d'où vous écoutez cette histoire. J'adore savoir d'où vous venez et je promets que vous ne voudrez pas rater ce qui va suivre. La vérité que je vais raconter va vous bouleverser d'une manière que vous n'imaginez même pas. Mon nom est Elena, et en 1987, j'avais seulement 19 ans, quand j'ai commencé à travailler comme secrétaire au couvent de Sainte-Madeleine, dans une petite ville de l'intérieur du Minas-Gerais. Ma mère avait obtenu cet emploi grâce à une connaissance, une opportunité rare pour une jeune fille de mon âge à l'époque. Le couvent avait besoin de quelqu'un pour organiser d'anciens documents, des correspondances et aider avec les tâches administratives. J'étais enthousiasmée. Je venais d'une famille simple. Mon père était maçon et ma mère couturière. Travailler dans un lieu sacré semblait être une bénédiction, une chance de grandir professionnellement dans un environnement respecté par la communauté. De plus, le salaire était bon pour les standards de l'époque, et je rêvais d'économiser de l'argent pour faire des études supérieures. La veille de mon premier jour, je me souviens avoir repassé ma robe bleu marine, la plus convenable, attachée, mes cheveux en chignon bas et ciré mes chaussures noires jusqu'à ce qu'elles brillent. Je voulais faire bonne impression. Ma mère m'a embrassée sur le front et a dit « Va avec Dieu, ma fille, là-bas tu seras protégée. » Comme je me trompais. La première chose qui a attiré mon attention quand je suis arrivée aux portes du couvent était le silence. Ce n'était pas un silence de paix. Il était lourd, presque suffocant. Les murs de pierre grise s'élevaient jusqu'à presque 3 mètres de hauteur, couronnés par des éclats de verre qui brillaient sous le soleil du matin comme des dents acérées. Le portail principal était en fer forgé, avec des dessins de saints qui semblaient le plus tristes que les saints ne devraient n'en paraître. J'ai sonné la clochette et j'ai attendu. Le son a résonné à l'intérieur du couvent d'une manière étrange, comme si l'endroit était beaucoup plus grand qu'il ne paraissait de l'extérieur. Après quelques minutes, j'ai entendu des pas lents s'approcher. La porte s'est ouverte avec un grincement fort, révélant une religieuse âgée, maigre comme une branche sèche, avec de petits yeux perçants. « Vous devez être la nouvelle secrétaire, » dit-elle sans sourire. « Je suis sœur Agatha. Entrez. » La cour intérieure était large, entourée de couloirs avec des arcs de pierre. Au centre, une ancienne fontaine laissait couler l'eau de manière irrégulière. Plic, 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 créant un rythme hypnotique qui semblait marquer le temps différemment là-dedans. Les plantes étaient rares et tristes, comme si même elles avaient des difficultés à pousser dans cet endroit. L'air avait une odeur particulière. Encens mélangé à de la moisissure, lavande fanée et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Quelque chose qui faisait légèrement se retourner mon estomac. Les murs étaient hauts et les fenêtres petites, laissant la lumière du soleil entrer de manière filtrée, créant d'étranges ombres dans les couloirs. Sœur Agatha m'a conduite à travers des couloirs silencieux, nos pas résonnant sur les pierres froides du sol. Nous sommes passés devant plusieurs portes fermées, toutes en bois sombre et lourd, certaines avec d'énormes clés anciennes accrochées à côté. À chaque porte que nous dépassions, je sentais comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté, observant à travers les serrures. « Ce sont les cellules des sœurs », expliqua Agatha, remarquant mon regard curieux. « Ici, nous valorisons le silence et la contemplation. J'espère que vous savez respecter cela. Nous sommes finalement arrivés à une petite salle au rez-de-chaussée,
avec 2 fenêtres qui donnaient sur la cour intérieure. Une table en bois sombre occupait le centre, entourée d'étagères remplies de livres anciens, de papier jauni et de boîtes poussiéreuses. L'odeur de vieux papier et d'encre délavée était intense. « Ce sera votre lieu de travail », dit sœur Agatha, montrant la table. « Vous organiserez les correspondances, cataloguerez d'anciens documents et aiderez avec les tâches administratives, selon les besoins. Vos horaires sont de 8h à 17h, avec une pause déjeuner à midi. » Elle me remit une petite clé rouillée. « Ceci est la clé de votre salle. Ne la perdez jamais. Et souvenez-vous, ici nous avons des règles. Pendant les heures de prière, à 6h, 12h et 18h, il doit y avoir un silence absolu. N'entrez pas dans les ailes privées des sœurs sans permission. Et jamais, au grand jamais, n'allez au sous-sol. » La façon dont elle dit « jamais » fit remonter un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Pourquoi je ne peux pas aller au sous-sol » Ses petits yeux se plissèrent. « Parce que je vous dis de ne pas y aller. Cela devrait suffire. Durant cette première semaine, j'ai essayé de m'adapter. À la routine étrange du couvent, j'arrivais à 8h pile, saluais les quelques sœurs que je croisais dans les couloirs d'un bonjour, chuchotais, qui était rarement rendu. Elles marchaient toujours en silence, les yeux baissés, comme si elles portaient un poids invisible sur leurs épaules. Petit à petit, j'ai commencé à connaître quelques-unes des habitantes du couvent. Il y avait environ 15 sœurs, d'âge varié, mais toutes partageaient la même expression. Un mélange de résignation et de peur. C'était difficile à définir, mais il y avait quelque chose dans leurs yeux qui me dérangeait. Ouya. Mère supérieure, sœur Bernadette, était une femme imposante dans la soixantaine. Grande, avec de larges épaules et une voix grave, elle commandait le couvent d'une main de fer. Elle portait toujours un habit impeccable et tenait un chapelet de perles noires qui faisait un bruit sec quand elle marchait. Ses apparitions étaient rares, mais quand elles arrivaient, le silence devenait encore plus lourd. Il y avait aussi sœur Conception, une femme dans la quarantaine, responsable de la bibliothèque. C'était celle qui s'approchait le plus de moi, demandant toujours comment se passait mon travail et si je m'adaptais bien. Elle avait des yeux gentils, mais j'ai remarqué qu'elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à être observée. Et il y avait sœur Lucie, la plus jeune du groupe, avec environ 25 ans. Elle travaillait à la cuisine et dans les jardins, et fut la première à vraiment me sourire. Mais même ses sourires semblaient forcés, comme si elle avait peur d'être trop heureuse. Pendant les intervalles entre les prières, quand le silence obligatoire y était suspendu, je parvenais à entendre des fragments de conversation, toujours des chuchotements, toujours interrompus quand quelqu'un s'approchait. Des mots isolés arrivaient à mes oreilles. N'aurais pas dû parler. C'est arrivé encore hier soir. La mère a dit de ne pas en parler. Le pommes-dire? Premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas s'est produit lors de ma 2e semaine. C'était un jeudi. Je m'en souviens bien parce que c'était le jour où j'organisais les correspondances les plus anciennes. J'étais en train de cataloguer des lettres des années 1960 quand j'ai trouvé un dossier marqué « Sœur Espérance, décédée 1983 ». Dans le dossier, il y avait des documents médicaux, des rapports de transfert et quelques lettres personnelles. L'une d'elles a attiré mon attention. Elle était adressée à la mère de sœur Espérance, mais n'avait jamais été envoyée. La lettre disait « Chère maman, je te demande de venir me chercher. Je ne peux plus rester ici. Ce qu'ils nous font n'est pas de Dieu. S'il te plaît, maman, ne laisse pas qu'il m'arrive la même chose qu'il est arrivé aux autres. J'ai peur. » La lettre se terminait abruptement, comme si elle avait été interrompue. Ma main tremblait en tenant le papier jauni. Quels autres? Que leur faisait-il?
J'ai cherché d'autres documents sur Sœur Espérance et j'ai trouvé l'acte de décès. Cause de la mort. Suicide par pendaison. Mais il y avait une annotation manuscrite dans la marge, presque illisible. Revoir les circonstances. Témoin rapporte d'écrit. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai fermé le dossier rapidement et l'ai rangé quand j'ai entendu des pas dans le couloir. C'était Sœur Agatha, portant un plateau avec du thé. « Tu travailles dur, je vois, » dit-elle. Mais ses yeux se dirigèrent directement vers le dossier que je venais de fermer. « J'espère que tu ne touches pas à des choses auxquelles tu ne dois pas toucher. »« Non, sœur. Je ne fais qu'organiser comme vous l'avez demandé. » Elle resta à m'observer pendant quelques secondes qui parurent éternelles. « Parfait. Souviens-toi, Helena. La curiosité excessive peut être dangereuse. » Après avoir trouvé la lettre de Sœur Esperanza, je commençais à faire plus attention aux détails autour de moi. Le couvent, qui auparavant me semblait seulement rigide et silencieux, révélait maintenant des couches d'étrangeté que je n'avais pas remarquées. Les sœurs avaient des horaires très spécifiques pour tout. Prières, repas, travail, repos. Mais il y avait des périodes de temps libre, pendant lesquelles plusieurs d'entre elles disparaissaient simplement. Quand je demandais où elles étaient, je recevais toujours la même réponse. En contemplation privée. Je commençais aussi à remarquer que certaines sœurs évitaient certaines zones du couvent. Il y avait un couloir au 2e étage, qui semblait être évité par toutes. Quand elles devaient y passer, elles le faisaient rapidement, les yeux baissés et murmurant des prières. Un après-midi, pendant ma pause déjeuner, je décidai d'explorer un peu plus le couvent. Je montai les escaliers de pierre jusqu'au 2e étage, où se trouvaient quelques cellules et une salle que Sœur Conceição avait mentionnée être l'ancienne bibliothèque. Le couloir était vide, mais il y avait une odeur étrange dans l'air, quelque chose de doux et écœurant, comme un parfum très fort mélangé avec des médicaments. Je m'approchai d'une des portes et entendis un son faible, comme des pleurs étouffés. J'appuyai mon oreille contre le bois lourd et le son devint plus clair. Quelqu'un sanglotait de l'autre côté. « Excusez-moi » chuchotai-je, frappant légèrement à la porte. « Tout va bien ?» Les pleurs s'arrêtèrent immédiatement. Après quelques secondes, une voix faible répondit. « Partez, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'aide ?»« S'il vous plaît, » répéta la voix, plus urgente maintenant. « Partez avant qu'elle ne revienne. » Avant que je puisse demander qui était elle, j'entendis des pas lourds montant les escaliers. Je m'éloignai rapidement de la porte et fis semblant de simplement marcher dans le couloir. C'était Sœur Bernadette, la mère supérieure, portant un plateau avec un verre de lait et quelques comprimés. « Helena, » dit-elle, me fixant de ses yeux froids. « Que fais-tu ici ?»« Je me suis perdue en revenant du déjeuner. » mentis-je. Je m'habitue encore à la taille du couvent. Elle continua à me fixer pendant un moment qui sembla interminable. Cet étage est privé. Je suggère que tu utilises les escaliers du côté ouest pour retourner à ton travail. Oui, mère. Pardon. Quand je passais près d'elle, je vis que le plateau qu'elle portait contenait non seulement du lait et des comprimés, mais aussi une petite seringue. Mon estomac se retourna. La 3e semaine apporta un événement qui confirma mes soupçons croissants. Sœur Lucia, la jeune qui travaillait à la cuisine et me saluait toujours avec un sourire timide, disparut simplement. Le lundi, elle était là, préparant le déjeuner et fredonnant doucement une chanson que je ne reconnaissais pas. Le mardi, son absence fut expliquée comme une indisposition. Le mercredi, Sœur Agatha annonça pendant le petit déjeuner que Sœur Lucia avait été transférée dans un autre couvent, où elle pourrait mieux servir. L'explication n'avait aucun sens. Les transferts étaient toujours des événements importants, précédés par des cérémonies d'adieu, des bénédictions et des préparatifs qui duraient des semaines.
Sœur Lucia avait simplement disparu. Pendant le déjeuner, j'essayais de demander nonchalamment à sœur Conceição. « Tu vas regretter, sœur Lucia ?» Conceição s'étouffa avec sa soupe et regarda nerveusement autour d'elle, avant de répondre. « Nous ne devons pas questionner les décisions de la mère. Sœur Lucia va... mieux maintenant. » La façon dont elle dit « mieux » glaça mon sang. Ce n'était pas du soulagement dans sa voix, c'était de la peur. Cet après-midi-là, j'allais jusqu'à la cellule qui avait été celle de sœur Lucia. La porte était ouverte et la chambre complètement vide. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un avait vécu là. Il ne restait ni vêtements, ni objets personnels, ni même l'odeur de lavande qu'elle avait l'habitude d'utiliser. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Mais sur le rebord de la fenêtre, presque invisible, il y avait quelque chose de gravé dans le bois. Je m'approchai et réussis à lire « Elles ne sont pas mortes ». H.R. H.R. Qui cela pouvait-il être? Et que signifiait « Elles ne sont pas mortes ». Le jeudi suivant, Mère Bernadette convoqua toutes les sœurs à une réunion dans le réfectoire. C'était inhabituel. Les réunions générales n'avaient lieu qu'une fois par mois. On m'instruisit d'être présente aussi, puisque je faisais partie de la famille du couvent. La mère se positionna devant la salle, imposante dans son habit noir, le rosaire faisant son bruit caractéristique, pendant qu'elle organisait les papiers sur la table. « Sœur, » commença-t-elle de sa voix grave, « j'aimerais clarifier certaines rumeurs qui pourraient circuler au sujet de notre chère sœur Lucia. » Le silence dans la salle était absolu. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Sœur Lucia a traversé une période de instabilité spirituelle. Malheureusement, certaines de nos sœurs plus jeunes font parfois face à des crises de vocation qui nécessitent une intervention spéciale. Elle s'arrêta, laissant les mots flotter dans l'air comme une fumée dense. C'est pourquoi, avec une grande peine, mais aussi avec l'espoir de sa guérison, nous avons envoyé sœur Lucia dans un couvent spécialisé dans le soin des sœurs, avec des difficultés. Là-bas, elle recevra le traitement approprié pour son état. Traitement? Quel type de traitement? J'espère que toutes comprennent que les questions de cette nature doivent être traitées avec une discrétion absolue. Les commérages et les spéculations ne font pas seulement du mal à notre communauté, mais manquent aussi de respect envers notre sœur, qui traverse un moment difficile. Ses yeux parcoururent la salle, s'arrêtant brièvement sur chaque visage. Quand elle me regarda, je sentis comme si elle pouvait lire mes pensées. Maintenant, prions pour la guérison de sœur Lucia et pour le renforcement de notre propre foi. Pendant la prière qui suivit, je gardai les yeux entr'ouverts et observais les autres sœurs. Toutes priaient avec ferveur, mais il y avait des larmes silencieuses qui coulaient sur le visage de certaines. Des larmes de tristesse ou de peur. 2 jours après la réunion, j'étais en train d'organiser de vieux dossiers quand sœur Conceição apparut dans ma salle. C'était inhabituel. Elle venait rarement jusque-là. Et quand elle venait, il y avait toujours d'autres personnes dans les parages. Cette fois, elle était seule et regardait nerveusement de tous côtés. « Helena » dit-elle à voix basse, fermant la porte derrière elle. « Puis-je te faire confiance ?» Mon cœur s'emballa. « Bien sûr, sœur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'approcha de ma table, les mains tremblant légèrement. « As-tu trouvé des documents sur des sœurs qui sont parties ?» J'ai trouvé quelques dossiers sur les transferts. Oui. « Pas les transferts ?» chuchota-t-elle en regardant vers la porte. « Celles qui ont disparu. » J'ai senti un froid dans le ventre. « Comment ça? Disparu ?» Conceição tira une chaise et s'assit à côté de moi, si près que je pouvais sentir son haleine nerveuse. « Helena, en 15 ans que je suis ici, j'ai vu plus de 20 sœurs être transférées. Mais je n'ai jamais reçu une seule lettre d'aucune d'entre elles. Je n'ai jamais su où elles étaient allées. C'est comme si elles avaient disparu.
ai-je complété. Elle hocha la tête, les yeux se remplissant de larmes. Sœur Lucia est venue me voir la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose dans la cave, quelque chose qui l'avait beaucoup effrayée. Elle voulait partir d'ici, Helena. Elle voulait retourner chez sa mère. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit de faire. Attention, de ne parler de ça à personne d'autre. Mais 2 jours après? Sa voix se brisa. 2 jours après, elle a disparu. Helena. Concessant agrippa mon bras, ses doigts glacés à travers la manche de ma blouse. Il y a quelque chose de très grave qui se passe ici. Et je pense que tu es notre seule chance de découvrir ce que c'est. Pourquoi moi? Parce que tu n'es pas l'une des nôtres. Tu peux sortir d'ici. Tu peux demander de l'aide. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des pas dans le couloir. Concessant se leva rapidement, ajusta son habit et retourna vers la porte. Réfléchis à ce que j'ai dit, chuchota-t-elle avant de sortir. Je suis restée assise là, les mains tremblantes et l'esprit en ébullition. 20 sœurs disparues, en 15 ans. Sœur Lucia avait trouvé quelque chose dans la cave. La même cave que sœur Agatha m'avait interdit de visiter dès le premier jour. Cette nuit-là, j'ai à peine réussi à dormir. Les mots de sœur Concessant résonnaient dans ma tête. Il y a quelque chose de très grave qui se passe ici. Le matin, je suis arrivée au couvent déterminée à trouver des réponses. Pendant ma pause déjeuner, au lieu d'aller au réfectoire, j'ai décidé d'explorer les zones du couvent que je ne connaissais pas encore. Je savais que la cave était interdite, mais il y avait d'autres parties du bâtiment qui semblaient abandonnées ou peu utilisées. Au rez-de-chaussée, derrière la cuisine, j'ai trouvé un couloir étroit qui menait à une zone de décharge. C'est là qu'étaient les poubelles avant d'être ramassées, d'anciens outils de jardinage et des objets qui semblaient avoir été oubliés depuis des années. C'est en fouillant dans quelques boîtes poussiéreuses que j'ai trouvé quelque chose qui a glacé mon sang. Un sac plastique contenant plusieurs objets personnels. Il y avait des chapelets, quelques bijoux simples, des photographies jaunies et des actes de naissance. J'ai pris un des actes de naissance avec des mains tremblantes. Non. Maria Rosa Santos, date de naissance. 15 mars 1955. Au verso, quelqu'un avait écrit au stylo bleu. Sœur Esperanza, entrée 1978. J'ai pris un autre acte de naissance. Antonia Silva Oliveira, née en 1962. Au verso, Sœur Lucia, entrée 1985. Mon Dieu. C'étaient les documents de sœurs qui avaient été transférés. Mais pourquoi leurs documents personnels seraient-ils dans les poubelles? J'ai continué à fouiller dans le sac et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. De petites fioles de verre vides avec des étiquettes médicales. Chlorpromazine, haloperidol, phénobarbital. Des médicaments psychiatriques lourds. Au fond du sac, il y avait un petit cahier, avec une couverture en cuir marron. Je l'ai ouvert avec précaution et j'ai reconnu l'écriture délicate de sœur Lucia. 15 mars. Mère m'a donné des médicaments à nouveau. Elle a dit que c'était pour calmer mon agitation spirituelle. Mais je ne me sens pas agitée, juste effrayée. 18 mars. J'ai trouvé l'entrée. C'est derrière le garde-manger, une petite porte qui descend. L'odeur qui remonte de là est horrible. 20 mars. J'ai réussi à descendre quelques marches aujourd'hui. J'ai vu de petites cellules, comme des prisons. Il y avait des vêtements, sales par terre et... Dieu me pardonne, il y avait des chaînes au mur. 22 mars. J'ai essayé de raconter à sœur Concessant, mais elle a eu peur. Elle m'a dit de ne plus m'occuper de ça. Mais comment puis-je faire semblant de ne pas avoir vu? Combien de sœurs sont passées par là? 24 mars. Je vais essayer de m'enfuir demain soir. Si quelque chose m'arrive, j'espère que quelqu'un trouvera ce cahier et découvrira la vérité. La dernière entrée était du 25 mars,
exactement une semaine avant qu'elle ne disparaisse. Avec le cahier de Sœur Lucia dans les mains, je suis retournée en courant dans mon bureau. J'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à chercher dans les archives toute référence à la cave ou aux traitements médicaux dans le couvent. C'est dans une boîte marquée « Administration 1960-1980 » que j'ai trouvé un ensemble de documents qui allaient tout changer. C'étaient des contrats et des correspondances entre le couvent et ce qui semblait être une institution médicale privée. Une lettre datée de 1965, signée par un docteur Augusto Mendes, disait « Révérende Mère supérieure, selon notre accord, je continuerai à fournir des services spécialisés pour le traitement des sœurs avec des troubles comportementaux. Les installations que nous avons préparées au sous-sol du couvent offrent l'environnement adéquat pour les procédures nécessaires. Je confirme que la discrétion absolue sera maintenue, comme cela a toujours été notre pratique. » Une autre lettre, de 1972. « Chère Mère Bernadette, je regrette d'informer que le traitement de Sœur Carmen n'a pas obtenu les résultats escomptés. Malheureusement, son état de résistance à l'environnement religieux s'est montré irréversible. Je prendrai les mesures habituelles pour l'élimination appropriée selon notre protocole établi. » Élimination appropriée? Mon Dieu, il parlait des personnes comme si c'était des déchets. J'ai continué à lire et j'ai trouvé une liste dactylographiée, apparemment de 1983. Patiente traitée. Résultat. Sœur Esperanza. Procédure finalisée en mars. Sœur Dolores. Procédure finalisée en juillet. Sœur Carmen. Procédure. Finalisée en décembre, Sœur Francisca. En traitement. Sœur Benedita. En traitement. À côté de chaque nom, il y avait des annotations médicales incompréhensibles pour moi. Mais une chose était claire. Procédure finalisée. Était un euphémisme pour quelque chose de terrible. À la fin de la liste, il y avait une note manuscrite. Rappel. Agrandir l'espace dans la cave. Demande croissante. Cet après-midi-là, quand Sœur Conceição est apparue à nouveau, dans mon bureau, j'étais préparée. Je lui ai montré le cahier de Sœur Lucia et quelques-uns des documents que j'avais trouvés. Elle pâlit en lisant, les mains tremblantes tant qu'elle arrivait à peine à tenir les papiers. Oh, mon Dieu, chuchota-t-elle. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais ça c'est un meurtre, ai-je complété. Conceição, elle tue les sœurs qui posent des questions ou qui veulent partir d'ici. Elle s'assit lourdement sur la chaise, se couvrant le visage avec les mains. « Helena, il y a autre chose que tu dois savoir. »« Quoi ?»« Je suis déjà allée dans la cave. » Mon cœur s'arrêta une seconde. « Comment ?» Il y a quelques années, quand j'étais encore nouvelle ici, une des sœurs plus âgées, Sœur Johanna, m'a parlé des traitements. Elle avait été choisie une fois pour aider le docteur avec les procédures. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Conceição respira profondément, comme si elle rassemblait son courage pour continuer. Table de chirurgie, instruments médicaux et des sœurs attachées dans des lits, sous sédatifs. Johanna a dit que le docteur faisait des expériences, testait des médicaments, utilisait des électrochocs. Il disait qu'il guérissait les troubles mentaux et la désobéissance. Où est Sœur Johanna maintenant? Elle a été transférée l'année suivante. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes, absorbant l'ampleur de l'horreur que nous avions découverte. Conceição, ai-je dit finalement. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser ça continuer. Mais que pouvons-nous faire? Qui va nous croire? La mère a des contacts importants en ville. Elle est respectée par tous. Et nous ne sommes que... Nous sommes des témoins, ai-je interrompu. Et nous avons des preuves. Elle regarda les documents éparpillés sur la table.
Tu as raison. Mais Helena, si elles découvrent que nous savons, elles nous feront la même chose qu'elles ont fait aux autres. Concessant au chat, la tête, les yeux pleins de détermination pour la première fois depuis que je la connaissais. Alors nous devons être très prudentes. Nous avons besoin de plus de preuves, quelque chose d'incontestable. La cave, ai-je dit. Nous devons descendre là-bas et voir de nos propres yeux. C'est très dangereux. Plus dangereux que de faire semblant de ne rien savoir pendant que d'autres sœurs disparaissent? Elle resta silencieuse, pendant un long moment, puis acquiesça. Tu as raison. Quand? Demain soir, pendant la prière de 18h, quand toutes sont à la chapelle. Le vendredi arriva chargé de tension. Toute la journée, j'eus l'impression que Mère Bernadette et Sœur Agatha m'observaient plus que d'habitude. Savait-elle quelque chose? Avait-elle remarqué que des documents manquaient dans les archives? Concessant et moi avions convenu de nous retrouver au garde-manger à 18h15, 15 minutes après le début de la prière vespérale. Ce serait suffisant pour nous assurer que toutes les sœurs soient à la chapelle, mais pas assez pour que notre absence soit remarquée. Je passais la journée à essayer d'agir normalement, organisant des papiers et répondant aux salutations, par des signes discrets. Mais mon esprit était concentré sur ce que nous allions trouver au sous-sol. Une partie de moi espérait que Sœur Lucia soit là, peut-être emprisonnée, mais encore vivante. Une autre partie craignait ce que nous allions vraiment découvrir. À 18h15 précise, je retrouvais Concessant au garde-manger. Elle était pâle, mais déterminée. Le son des cantiques venant de la chapelle nous donnait la certitude que toutes les sœurs étaient occupées. « L'entrée est ici », chuchota Concessant, poussant une lourde étagère de conserve. Derrière elle, une petite porte basse, peinte de la même couleur que le mur pour se camoufler. La serrure était ancienne, mais déverrouillée. Elle ne ferme pas à clé. Pourquoi fermerait-elle? Qui serait assez fou pour descendre là-bas? La porte s'ouvrit avec un gémissement sourd, révélant un escalier de pierre escarpé qui descendait dans l'obscurité totale. L'odeur qui monta était nauséabonde. Un mélange de désinfectant, de moisissure, et quelque chose de doux et pourri qui me retourna l'estomac. Concessant avait apporté une petite lampe torche. La lumière faible illumina des marches usées par le temps et des murs de pierre humides. Nous commençâmes à descendre, nos pas résonnant de façon sinistre dans l'espace confiné. Le sous-sol était plus grand que je l'imaginais. Le couloir principal s'étendait sur environ 20 mètres, avec plusieurs portes de fer des deux côtés. Cela ressemblait plus à une prison médiévale qu'à une partie d'un couvent. « Mon Dieu !» murmurai-je en voyant les premières cellules. Étaient petites, avec à peine plus de 2 mètres carrés chacune. Certaines avaient des barreaux, d'autres seulement des portes solides avec de petites ouvertures à hauteur des yeux. Le sol était couvert de paille sale, et il y avait des chaînes fixées au mur. Mais c'est quand nous arrivâmes au bout du couloir que nous trouvâmes la véritable horreur. La dernière salle était différente des autres. Plus grande, avec des carreaux blancs sur les murs et une table métallique au centre. Elle ressemblait à un laboratoire médical improvisé, complet avec des instruments chirurgicaux, des flacons de médicaments et une chaise électrique adaptée. « Helena, regardez ceci !» dit Concessant d'une voix étranglée. Sur une table latérale, il y avait des dossiers médicaux empilés. J'ouvris le premier et reconnus le nom. Patient 47. Sœur Esperanza. Santos. Les annotations étaient détaillées et troublantes. Le sujet démontre une résistance au traitement conventionnel. Application de chocs électriques à fréquence croissante. Résultat. Convulsions sévères, mais maintien de la rébellion. Procédure finale autorisée par la mère supérieure.
J'ouvris un autre dossier. Patient 52. Sœur Lucia Oliveira. Le sujet a découvert les installations. Tentative de fuite documentée. Sédation lourde appliquée. Le sujet a présenté une réaction allergique sévère aux médicaments. Arrêt cardiaque à 23h57 le 28-03. Procédure d'élimination initiée selon le protocole. Mes jambes fléchirent. Sœur Lucia était morte. Elle était morte seulement 4 jours après avoir écrit sa dernière entrée dans le journal. Concessant. Nous devons sortir d'ici maintenant. Dis-je, mais elle était arrêtée devant un mur au fond de la salle. Helena. Sa voix était étrange, distante. Venez voir ceci. Je m'approchai et vis ce qui avait attiré son attention. Une plaque métallique fixée au mur avec des noms gravés. Des dizaines de noms, organisés par année, 1965, Sœur Dolores, Sœur Carmen. 1967, Sœur Benedita, Sœur Rosa. 1970, Sœur Francisca, Sœur Mariala. Liste continuait jusqu'à arriver à 1987. Sœur Lucia, c'était un mémorial macabre des victimes. 43 noms au total. Impressionnant ce que la curiosité peut révéler, n'est-ce pas? Nous nous retournâmes rapidement. Mère Bernadette se tenait à l'entrée de la salle, bloquant notre seule voie de sortie. Derrière elle, Sœur Agatha tenait une seringue. « Mère », dit Concessant, essayant de garder sa voix ferme. « Nous pouvons expliquer... » Expliquer? La voix de la mère était froide comme la glace. Expliquer comment 2 personnes ont découvert un travail qui se déroule avec succès depuis plus de 20 ans? Travail? Explosai-je. Vous assassinez des gens. Mère Bernadette rit, un son qui résonna de façon effrayante sur les murs carrelés. Assassiner? Chère Helena, nous guérissons. Nous libérons ces pauvres âmes de leurs démons intérieurs, de leur rébellion contre Dieu. Elles voulaient seulement sortir d'ici. Exactement. Et c'est la preuve qu'elles étaient possédées. Une vraie servante de Dieu n'abandonnerait jamais sa vocation. Sœur Agatha s'approcha avec la seringue. « Cette procédure sera rapide, » dit-elle avec la même froideur qu'elle aurait parlé du temps. « Vous rejoindrez vos sœurs dans la paix éternelle. » Mais Concessant s'était positionné discrètement à côté de la table d'instruments. D'un mouvement rapide, elle prit un bistouri et le pointa vers les 2 femmes. « Écartez-vous, » dit-elle, sa voix tremblant mais déterminée. « Nous n'allons pas mourir ici. » La distraction fut suffisante. Je courus vers la mère, la poussant de toute la force que j'avais. Elle tomba lourdement, le rosaire se répandant sur le sol, avec un bruit de perles qui roulaient. « Courez !» criai-je à Concessant. Nous montâmes les escaliers en courant, trébuchant dans l'obscurité, avec le son de pas lourds qui nous suivaient. Nous arrivâmes au garde-manger essoufflé et poussâmes l'étagère à sa place. Mais nous savions que cela ne les arrêterait pas longtemps. « La police !» dit Concessant. « Nous devons appeler la police. Et les documents !» me rappelai-je. Je dois prendre les preuves de ma salle. Nous courûmes dans les couloirs du couvent. Les prières résonnaient encore de la chapelle. Notre chance était que le reste des sœurs ne savaient pas ce qui se passait. Nous arrivâmes à ma salle et rassemblâmes rapidement tous les documents. Compromettants, le carnet de Sœur Lucia, les lettres du docteur Mendes, la liste des victimes. Tout. « Helena !» La voix de Mère Bernadette résonna dans le couloir. « Tu ne peux pas fuir la volonté de Dieu. » Nous sortîmes par la porte arrière, du couvent, la même que j'utilisais tous les jours, mais cette fois en sachant que je ne reviendrais jamais. Nous courûmes dans les rues sombres de la petite ville jusqu'à arriver au commissariat. Le commissaire Antonio Ferreira, un homme d'âge moyen qui connaissait la réputation impeccable du couvent, nous regarda d'abord avec scepticisme. Mais,
Quand il étala les documents sur son bureau et lut les dossiers médicaux, son expression changea complètement. « Mon Dieu du ciel !» murmura-t-il. 43 femmes. L'opération de police a eu lieu à l'aube suivante. Ils ont trouvé exactement ce que nous avions décrit. Le laboratoire de fortune, les instruments de torture, et dans une pièce secrète derrière le laboratoire, des restes humains qui allaient confirmer, par des examens médico-légaux, l'identité d'au moins 15 des victimes. Mère Bernadette fut arrêtée, tout comme sœur Agatha et le docteur Augusto Mendes, qui continuaient encore à donner des consultations régulières au couvent. Lors des interrogatoires, on a découvert que le système fonctionnait ainsi. Les jeunes, femmes qui montraient des difficultés d'adaptation à la vie religieuse, étaient soumises à des traitements expérimentaux. Lorsque ces traitements échouaient, ce qui arrivait toujours, elles étaient éliminées. Le docteur Mendes avait convaincu la mère supérieure qu'il menait des recherches importantes sur les troubles comportementaux féminins. En réalité, il utilisait les sœurs comme cobayes pour tester des médicaments et des procédures qu'il revendait ensuite à des hôpitaux psychiatriques privés. Les 9 sœurs survivantes furent transférées vers d'autres couvents ou retournèrent dans leur famille. Beaucoup d'entre elles nécessitèrent un accompagnement psychologique pendant des années. Conceição est retournée chez ses parents dans l'intérieur de São Paulo. Nous avons correspondu par lettres pendant un certain temps, mais nous avons fini par perdre le contact. Je sais qu'elle s'est mariée, a eu des enfants et a réussi à reconstruire sa vie loin des horreurs qu'elle avait vécues. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, l'ancien couvent de Santa Madalena reste abandonné. La mairie a tenté de vendre le bâtiment à plusieurs reprises. Mais personne ne veut acheter un lieu avec une telle histoire. Je n'ai plus jamais réussi à mettre les pieds dans une église sans me rappeler ces couloirs silencieux, cette odeur d'encens mêlée à la peur. La foi des gens peut être une force magnifique, mais elle peut aussi être utilisée pour masquer les pires atrocités. Les 43 femmes mortes en ce lieu n'ont pas seulement été victimes d'assassinats. Elles ont été victimes d'un système qui punissait toute forme de questionnement ou de désir de liberté. Elles sont mortes parce qu'elles ont osé vouloir autre chose que la vie qu'on leur avait imposée. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez écouté toute cette histoire, faites-moi une faveur. N'acceptez jamais le silence lorsque quelque chose vous semble mauvais. N'acceptez jamais un « parce que c'est comme ça » lorsque votre intuition crie que quelque chose ne va pas. Sœur Lucia a essayé de fuir, et elle en est morte. Mais son courage à documenter ce qu'elle voyait a permis que la vérité éclate au grand jour. Parfois, une seule personne prête à poser les bonnes questions suffit à séparer la justice de l'impunité. Et si vous vous demandez pourquoi je raconte cela maintenant, après tant d'années, c'est parce que j'ai reçu une lettre la semaine dernière. Elle venait d'une jeune femme, secrétaire dans un couvent de l'intérieur du Goiás. Elle a écrit que des choses étranges s'y passent, que des sœurs disparaissent, qu'il y a une pièce au sous-sol que personne n'a le droit de visiter. Elle a signé la lettre simplement MER et l'a terminée par les mêmes mots que j'ai trouvés gravés sur le rebord de la fenêtre de sœur Lucia. Elles ne sont pas mortes. Peut-être que vous penserez que c'est une coïncidence. Peut-être croirez-vous que mon imagination me joue des tours, après toutes ces années. Mais je sais que non. Le mal que nous avons trouvé dans le couvent de Santa Madalena n'est pas mort avec l'arrestation de Mère Bernadette. Il a simplement migré, trouvé d'autres endroits où se cacher, d'autres victimes à faire taire. Voilà pourquoi je raconte cette autre histoire. Pour que vous sachiez que ces lieux existent, que ces gens existent, et que la seule façon de les arrêter est de ne pas avoir peur de poser les bonnes questions. Si vous connaissez quelqu'un qui a disparu mystérieusement, si vous avez entendu des histoires étranges sur des institutions réputées, si vous sentez que quelque chose ne va pas mais que tout le monde vous dit de vous taire, ne vous taisez pas, car quelque part, en ce moment même, il y a peut-être une jeune femme comme sœur Lucia, qui essaie désespérément de laisser des indices avant qu'il ne soit trop tard. Et cette fois,
Peut-être pourrons-nous la sauver. Ceci est l'histoire réelle de Helena Santos, consignée en 2018, quelques mois avant sa mort naturelle à l'âge de 87 ans. Les documents qu'elle a préservés toutes ces années sont aujourd'hui archivés auprès du ministère public de l'État du Minas Gerais, servant de preuve historique dans l'un des cas les plus troublants de maltraitance institutionnelle, jamais documenté au Brésil. Le couvent de Santa Madalena demeure fermé à ce jour.